Hi les amis, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je suis contente de venir vers vous là, comme ça, pour faire une vidéo aujourd'hui. Donc, je ne vais pas faire une vidéo qui va prendre énormément de temps, mais je vais essayer d'aborder ici des sujets que j'ai souvent abordés, mais avec une précision, avec une autre précision. Je vais aborder aujourd'hui une question qui est répandue dans toutes les lèvres et dont nous avons très souvent l'habitude de les entendre aujourd'hui. Et c'est le respect des droits humains. Alors, si cette question m'interpelle et j'ai cette forte envie de revenir dessus pour en parler, c'est tout simplement parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on puisse apporter une spécificité à sur cette question pour apprécier une autre logique afin d'énoncer une vision qui ne soit pas contradictoire à la vision existentielle, parce que de toutes les façons, ce n'est pas moi qui ai créé ce mot, mais le fait tel qu'il existe dans la société et qu'il a un impact très significatif sur la vie de milliers de personnes, il y a une raison fondamentale à ça. Alors, le respect des droits humains. Vous savez, avec les élections au Cameroun, je m'en suis rendu compte que, en fait, le respect de l'être humain était juste une question existentielle dans les questions fondamentales politiciennes à travers le monde entier. C'est-à-dire que j'ai remarqué que la politique globale, internationale, elle était construite sur un axe de la justice, mais qui ciblait uniquement des procédés, des processus, et non pas le respect de l'être humain. En fait, c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte que ce n'étaient même pas des droits qui étaient biaisés ou qui perdaient leur éthique à un moment donné, mais par la volonté de Papa avec notre Dieu, à un moment donné, je m'en suis rendu compte que, en fait, les êtres humains, au sein même de la question politique, ne comptent pas du tout. En fait, ils n'existent pas. C'est-à-dire que les gens ont façonné la politique de façon à faire de l'être humain quelqu'un qui était là pour apporter des réponses à la justice, en même temps, quelqu'un qui participe à la formation, à la création même de la société, mais par ailleurs, quand il faut protéger, en fait, quand il faut évoquer le respect du droit de l'homme, quand je parle de l'homme, on parle de l'homme Molière avec grand H, en effet, ce mot s'efface derrière des mécanismes et des rouages de la pensée politique. Et c'est ce qui me pose un problème. C'est que je m'en suis rendu compte jusqu'à preuve du contraire que au moment où les êtres humains vont se lever pour défendre les droits fondamentaux d'autrui, en effet, c'est là que tout s'estompe, c'est là que personne ne dit rien, et c'est là qu'on voit les droits, le respect du droit humain, en fait, fondre en masse et déconstruire tout un socle social. Si j'avais déjà fait ce constat, il n'était pas aussi vif. Parce que quand on regarde le nombre d'écoles de magistrature qui existent dans le monde entier, quand on regarde à quel point il y a dans chaque pays la référence même de la paix, c'est la justice, c'est l'armée, et qu'au milieu de tout ça, l'être humain, en fait, le respect même de l'être humain en est effacé, alors on se pose la question en se disant, mais où est le respect de l'être humain? Où est le respect du droit humain? Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et d'ailleurs, je vais commencer par... je vais dire ça pour apporter une clarté à ce que je dis. Quand on jette des gens dans la rue pour une question judiciaire, en effet, on n'est plus du tout en train de traiter une question humaine
on bafoue le droit de l'être humain, on bafoue le droit de la justice, on bafoue la force même de la magistrature. À quoi ça sert donc toutes ces écoles de magistrature à travers le monde entier? À quoi ça sert l'armée? À quoi ça sert tous ces palais de justice? Finalement, à rien du tout. Parce que au moment même où il faut les interpeller pour organiser la paix, en fait, les acteurs sociaux même qui ne participent en rien du tout à la formation même de la magistrature, quand je parle des acteurs sociaux, on parle de la population en elle-même, se tiennent devant pour juger une question dont elle est complètement ignorante, pour se placer en avant d'une question dont elle ne comprend pas, et que ce soit fondamentalement par la culture familiale, éducativement à l'école, ou encore l'éducation gouvernementale globale. J'exclus donc, quand je dis ça, même s'il y a l'Assemblée nationale, mais moi je parle de l'éducation, de la transparence gouvernementale, quand les gouvernements font des discours, font des propositions de loi, ainsi de suite. La population, toute la population n'en est pas concernée. Parce que tout le monde n'écoute toujours pas ce que dit le gouvernement. Je connais des pays, je connais des personnes qui ne s'occupent même pas de ce que font les gouvernements à travers le monde entier. Donc moi, lorsque je parle, lorsque j'évoque cette question, c'est que je m'en suis rendu compte que la justice en elle-même est complètement bafouée. On a détruit, il y a des gens qui ont déconstruit la justice, qui au lieu d'apporter une force vive à la justice, au lieu de faire comprendre à la société que la justice est fondamentalement la souche même, le socle, le ce pourquoi et comment la société doit parvenir à se maintenir et à organiser le droit collectif des hommes. En effet, je m'en suis rendu compte que ce droit n'existait pas. Parce que lorsqu'on regarde comment réagit la société, on a simplement envie de nous poser des questions et de se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tout se passait bien, les êtres humains n'auront, si la justice se déroulait comme il fallait, il n'y aurait pas besoin d'appeler des collégiens pour les placer à la rue et leur demander de casser leur propre pays. À quel moment est-ce qu'un collégien connaît ses droits? À quel moment est-ce que ces enfants-là ont appris à comprendre pour qu'on puisse les jeter à la rue? Ce n'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est là qu'on s'en rend compte que le droit même de l'être humain est respecté en fonction de certains moments et est bafoué lorsque ça arrange la bonne délinquance. Et moi, si j'ose le dire, c'est que j'en suis stupéfaite. C'est qu'une question qui est purement judiciaire puisse orchestrer des guerres et des émeutes. Le monde entier est accompagné exactement de cette même façon de réagir. Tout le monde sait que la justice existe. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont en prison sont simplement les personnes qui ont volé, qui ont escroqué d'autres personnes, des personnes qui ont commis des délits divers et variés. Mais on n'a jamais vu en prison une personne qui a bafoué la justice. On n'a jamais vu bafouer le respect du droit de l'homme. Je vais vous dire une chose. Avec les émeutes qui se passent à travers le monde entier, je n'ai pas vu à un moment donné une personne recherchée pour savoir qui se cache derrière tous ces enfants qui ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs, mais qui se jettent dans la rue pour défendre des questions dont elles ne comprennent pas. Ça peut paraître compliqué, alors si on ne comprend pas, je vais m'expliquer en tenant compte d'un autre contexte. Je vais prendre par exemple l'exemple de ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. La question soudanaise, prenons le cas de ces deux généraux, la question soudanaise est une question purement
est simplement judiciaire. Deux généraux qui n'arrivent pas à s'entendre pour décider qui peut avoir un pouvoir. Deux généraux qui sont en parfaite contradiction, qui ne peuvent pas se décider, l'un ne peut pas décider de céder la place à l'autre parce que l'autre croit avoir mieux des droits que l'autre. Et alors, cela engendre des guerres pas possibles. Alors, je vais dire une chose. Les populations du monde sont décimées, tuées, détruites pour rien. Il n'y a pas d'explication. Les êtres humains, la politique aujourd'hui gouvernementale, je n'accuse personne, hein, mais les politiques gouvernementales aujourd'hui dans le monde sont parvenues à ignorer le droit de l'être humain quand il faut l'interpeller et placer au cœur même de l'action sociale. Si on s'appuie sur la question soudanaise, est-ce que d'après votre logique, si le droit de l'homme était un droit aiguillé, respecté, construit au sein même de nos comportements dans la société, est-ce qu'il devait y avoir de guerre? Non. Pourquoi? Parce que on devait respecter les êtres humains, isoler la population de la détresse entre deux personnes et à partir de là, gérer ce problème de façon judiciaire. Et la justice soudanaise, si elle ne parvenait pas à régler le problème de ces deux généraux, alors il devait y avoir, il pouvait faire appel à la cour, à la justice internationale pour intervenir et à partir de là, la justice, la Cour constitutionnelle du droit de l'homme ne prenant pas parti, devait trancher en faveur des preuves. Quand il y a deux hommes de l'armée qui tuent toute une population, créent le Darfour qu'on connaît aujourd'hui, face à la communauté internationale, reconnaissons-le, et sans écœur, qu'il y a un véritable échec quant à la construction même de la logique du droit de l'homme, du respect du droit de l'homme. Parce que deux personnes qui n'arrivent pas à s'entendre, qui ne peuvent pas se comprendre, créent une guerre immense qui détruit toute une population, les efforts d'une population. Vous pouvez m'expliquer où se trouve le mot droit? Dans ce cas, voilà ce que je veux dire. Fermons toutes les écoles de la magistrature. Point. C'est une honte. C'est un échec de la justice. Vous savez, la question camerounaise, Dieu m'a ouvert les yeux. Moi, j'ai vraiment cette grande chance que, avec papa et avec notre Dieu, je converse souvent. En fait, il m'a dit, mais tu ne trouves pas qu'il y a un problème? J'ai dit, mais lequel? Il m'a dit, mais le respect du droit de l'homme n'existe plus dans ce monde. Il me dit, tous les problèmes que tu rencontres dans ce monde aujourd'hui, il y a une question fondamentale qui vient s'imposer, c'est l'absence du respect du droit de l'être humain. Finalement, je m'en suis rendu compte que c'était vrai. Parce que quand il y a deux généraux face à la communauté internationale qui crée le Soudan que nous sommes en train de connaître, on a simplement envie de nous dire où est la logique? Où est la logique? Qu'est-ce qu'on comprend dans tout ça? Quand on sait que ces deux généraux sont des personnes qui sont encadrées de par leur grade, par la haute magistrature. Mais la société, elle qui est une société qui est civile, se retrouve confrontée à une mutilation, alors qu'en réalité, il aurait suffi de respecter le droit de l'être humain pour que personne n'ait à subir. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je vais encore insister aujourd'hui. Au sein de la justice internationale, il y a un échec, et pardonnez-moi de le dire et d'écrire ce mot. Non pas en le prononçant à haute voix, mais en articulant des lettres, tout à fait des lettres majuscules pour dire que
l'échec de la justice est une question globale et universelle. Toutes les guerres qui sont créées dans ce monde sont dues à l'échec du respect de l'être humain, dont l'échec de la justice. Toutes les émeutes qui s'organisent dans le monde, la plupart sont dues à, surtout quand il y a des casses, des meurtres, des tueries, sont dues à l'absence du respect de l'être humain et à l'échec de la justice. La plupart des problèmes dans le monde entier sont encadrés par une question par une question judiciaire. Or, la justice perd sa force, perd son pouvoir, s'efface lorsqu'il faut faire appel à elle au moment même où il faut juger pour intervenir sur le droit de l'être humain. Et c'est ça que nous ne pouvons jamais parvenir à démentir, parce que c'est la vérité. Deux généraux, deux personnes qui bafouent tellement le droit de la société, de toute une société entière, qui déconstruit les socles sociaux, qui crée des bidonvilles, qui crée de graves problèmes au sein de la société. Moi, la question que j'ai envie de poser à la justice, où est la faute de la population? Pointez-moi la faute. Tous les jours dans les palais de justice, on entend des plaidoiries ou des plaidoyers, je crois que c'est ça, qui sont tellement extravagants, tellement incroyables. Quelquefois, certains sont même applaudis. On entend des avocats qui défendent leurs clients jusqu'à preuve du contraire. Ils sont applaudis, ils se confortent dans cette approche de la connaissance de la loi lorsque ça concerne, lorsqu'ils parviennent à être victorieux. Ça, c'est très bien. Mais là où il y a un problème qui s'impose, c'est quand on a des avocats, c'est là la contradiction. Et que ne venez pas me dire que j'ai tort. En toute humilité, je vais apporter cette question. Je vais aborder cette vision-là. C'est-à-dire que à l'école de la magistrature, on forme les grands avocats, les grandes avocates à défendre le droit d'un prisonnier, d'un voleur, de quelqu'un qui a commis un délit ou un innocent. Mais on ne les voit pas dans des grandes questions internationales. On ne les forme pas pour ça. Ils ne sont pas formés pour ça parce que quand il y a la question du Darfour qui s'impose, on ne voit pas des avocats venir décider, prendre la décision de porter à partie cette affaire en justice et de sauvegarder le droit, le respect même de la population. Ça veut dire qu'en ce moment, la justice est à la fois collective et partielle. Pardonnez-moi de le dire en insistant, en étant stupéfaite face à la question. Ce n'est pas un rire de joie, c'est un rire très amer quand moi-même je découvre au fur et à mesure cette réalité. L'école de la magistrature aujourd'hui est fondée sur l'isolement de la protection civile. En fait, c'est un peu comme si on avait privatisé les droits. Autant un voleur peut avoir un avocat qui le défend et qui parfois la quitte même s'il a volé. Ça dépend de la force même des preuves ou la capacité de l'avocat qui l'a protégé. Ou encore protéger une personne qui escroque tout le monde, ainsi de suite. Ou encore protéger des voleurs, je sais plus. Mais lorsqu'il s'agit de parler du respect du droit collectif, il perd son éthique. Il perd son éthique. Ce mot s'efface, s'estompe, se détruit, se dilate. On n'entend plus du tout en parler. Parce qu'on jette des enfants à la rue qui sont en parfaite méconnaissance du droit pour défendre des questions dont ils ne comprennent pas. Et la faute, c'est ça. C'est-à-dire que au-delà de ça, les gens vont dire que ce sont des droits civiques, les réclamations sont inscrites dans toutes les constitutions à travers le monde entier. Je ne vais pas dire non. Mais montrez-moi
là où il y a le respect de la population du Darfour. À quel moment? Lorsqu'on prend, on interpelle la question de la population du Darfour, c'est juste un exemple pour dire à quel point le monde entier tourne autour d'une absence de la justice. Parce que ce n'est pas simplement une question soudanaise. Les mêmes questions, la même vision, en fait, les mêmes procédés se voient partout. Non seulement on ne voit pas un collectif d'avocats qui se dit, mais on a entendu qu'il y a une guerre quelque part, au-delà de l'ONU. Nous sommes la magistrature. C'est nous qui sauvegardons la paix, qui sauvegardons les droits civils à travers le monde entier. Alors nous allons nous porter partie civile pour défendre cette population. Mais non, à partir de là, la population du Darfour est composée de personnes innocentes qui ne volent pas, des parents, des mères de famille, mais qui n'ont pas le droit à la défense. Personne ne peut les défendre. Personne ne peut les défendre. Pourquoi? Parce que la justice nous a appris que, apparemment, qu'il y a certaines personnes qui ont le droit de subir. Par exemple, il y a un jeune récemment à Paris qui a porté, je crois qu'il s'appelle Fabrice, ou je ne sais plus comment il s'appelle, où il s'est vu heurté par une voiture sur le périph'. En fait, sur l'autoroute, oui, je crois. Et donc, il a décidé de déposer plainte. Bien sûr que le chauffeur aura des problèmes. Ce qui peut se comprendre. Oui. Et ce monsieur aura gain de cause. Il a tout à fait raison. Il a déposé plainte, ce sont ses droits. Il n'y a pas une surmortalité. Il n'y a pas une destruction massive des personnes. On est simplement face à une réalité sociale qui coordonne la logique même de la justice telle qu'elle est perçue aujourd'hui. Une justice privatisée, une justice qui est embaumée par une réalité collective et en même temps incollective. Donc en fait, on réalise ça, on est face à cette question tous les jours. L'école de la magistrature, elle est fondée aujourd'hui sur le principe même de l'isolement des droits. Quelques groupes, on peut représenter une association, quand il le faut, mais au moment même d'interpeller la justice pour défendre les droits de toute une population qui est assujettie à une oppression, au moment même où la communauté internationale doit se lever pour dire à ces deux généraux, nous allons défendre les droits de la population. Alors, puisque c'est vous qui créez la guerre et que vous bafouez les droits de la justice, de la population civile, nous allons vous mettre en prison. Vous avez vu ça? Ils ont le droit, eux, de tuer, d'organiser un crime collectif sur des civils, rappelons-le, qui sont des personnes innocentes jusqu'à preuve du contraire. Deux personnes au-dessus même de la justice, qui ne respectent pas le droit, parce que la société a été fondée sur l'isolement de la vérité juridique. En effet, ces deux généraux sont capables d'occasionner des meurtres, des déstabilisations des familles, des personnes innocentes. Moi, j'interpelle les avocats et les avocates à entendre ce que je dis pour vous regarder comment la justice est bafouée. Ou encore, l'absence d'équité en ce qui concerne la question de la justice. Où est la justice quand la population du Darfour doit subir? Et très souvent, lorsqu'on parle on dit que la justice s'estompe et que, je vais appeler ça la meurtrissure, elle est profonde. C'est pas une blessure, mais la meurtrissure de cœur, elle est profonde face à cette réalité. On se dit, où est le droit? Si depuis le début de la guerre, on s'était rappelé que l'école de la magistrature, à travers le monde entier, enseigne la défense des droits de l'homme.
le respect du droit de l'homme, alors il y aurait eu un collège d'avocats qui se seraient réunis pour dire non à la guerre du Darfour, à la guerre du Soudan, pour dire non. Parce que ce collège d'avocats aurait dit, nous sommes la magistrature, nous provenons de la magistrature. Et alors, on ne doit pas accepter que des meurtriers tuent des populations pour rien. Où est le respect du droit là-dedans? Devriez-vous me dire que j'ai tort? Je veux bien, moi, que j'ai une locataire dans ma maison qui ne paye pas de loyer. Mais la justice m'a donné raison. C'est vrai. Elle s'en est allée où elle est allée. Mais cette femme, elle avait commis un délit. Et pourtant, la population du Darfour, les gens qui sont au Soudan, qui subissent les affres même de la domination de 2 personnes, de centaines de milliers de personnes ont perdu la vie à ces endroits à cause de la haine. La magistrature a fermé l'œil, a été complètement, s'est identifiée dans son contexte actuel en tant que observateur, visionnaire de la question, en continuant à travers le monde entier à défendre des gens qui sont arrivés chez eux, ils ont trouvé qu'il y a une porte qui avait été cassée, alors ils sont entrés, ils sont allés porter plainte et il y a un collège d'avocats qui est venu défendre la question. Pendant ce temps où des centaines de milliers de personnes sont tuées, il y a les magistrats partout dans le monde qui se réveillent très tôt le matin, qui mettent leurs belles robes, qui nous impressionnent toujours quand on les voit. On a envie de leur dire « Vous êtes bien, gentils, continuez de travailler comme vous travaillez, ainsi de suite. Vous êtes les meilleurs, on vous respecte plus que tout. » En effet, ils ont continué à défendre les gens qui ont volé des boîtes de sardines dans les supermarchés. Oui, des grands avocats à travers le monde entier, ceux qui sont allés dans des écoles très très cotées, Harvard, je sais pas, les grandes écoles Stanford, citons-les, ces grands avocats, et y compris Madame Michelle Obama, qui est une très grande avocate, très reconnue à travers le monde entier, ils ont continué à défendre les droits des personnes comme ça qui ont été, je sais pas, qui ont délocalisé peut-être des entreprises avec quelques milliers de personnes sans suivre tous les procédés, par exemple. Mais moi, je vais interpeller Madame Michelle Obama. C'est une femme pour qui j'ai un très grand respect et tout le monde sait qu'elle est avocate. Je vais lui dire, moi, je ne connais pas le droit. Elle connaît le droit, Madame Obama. Et je vais lui dire, est-ce que dans les écoles de la magistrature, il existe une possibilité de défendre les innocents? Est-ce qu'on apprend dans les écoles de la magistrature à défendre des pauvres gens qui n'ont pas de permis de conduire, qui n'ont pas volé, qui ne sont pas des personnes politiciennes, mais qui subissent les affres en masse, les affres d'une divergence politique entre 2 personnes, 2 hommes, capables de décimer tout un peuple, toute une population face à la magistrature internationale. Moi, je lui ai demandé, est-ce que ça existe ce genre d'enseignement là-bas où on peut dire, un droit, c'est un droit. Une population ne peut pas se retrouver déconstruite à cause d'une logique politique. Tant que la justice existe, alors tous les êtres humains ont le droit d'être défendus. Les innocents n'ont pas à payer des divergences politiques tant que nous avons des palais de justice partout à travers le monde entier. Tant que l'école de la magistrature continue encore aujourd'hui à former
des magistrats et des magistrates. Si elle peut me répondre. Alors, je serais... J'apporterais peut-être une logique à ma façon. Peut-être de regarder le respect du droit de l'homme et de savoir à quel moment vraiment faut-il défendre une personne innocente. Comment est-ce que dans la vie, percevons-nous une personne qui est innocente? À quel moment est-ce qu'on fait ce constat réel? À quel moment? À quel moment est-ce que les magistrats se lèvent? La magistrature internationale se lève pour dire: nous avons appris à l'école pendant toutes nos études à défendre des innocents. Alors on va les défendre jusqu'à preuve du contraire. Et quand même le coupable a droit à un avocat. Combien de fois un innocent qui, toute sa vie, cultive une terre sèche, se débrouille pour nourrir sa famille, mais devra payer le prix de l'affrontement entre des partis de haine. Jusqu'à quand? Récemment au Darfour, là, et en ce moment sur les chaînes de télévision, on entend que il y a une aide qui doit être mise en place. Mais ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont tuées. Cette aide, elle viendra conforter la poche de la haine qui crée des haines pour attendre les aides des gouvernements, de la communauté internationale. Parce que finalement, c'est comme quand j'ai évoqué la question de Haïti, que j'ai insisté, j'ai cloué l'acier qui ne bougeait pas. À force de clouer, j'ai pas arrêté de clouer l'acier pour expliquer que la question de Haïti, elle était préoccupante. Il a fallu que je parle, que ma salive sèche pour qu'on arrive à me comprendre. Et qu'on se dise enfin, on avait réglé ce problème. Mais où est l'argent que la communauté internationale avait alloué pour cette cause? Où est passé cet argent? Mais dans la poche des gens qui créent des problèmes pour recevoir les aides. Parce que finalement, la communauté internationale fait quelque chose de très bien. La continuité de l'absence du respect du droit de l'homme. C'est quoi? C'est-à-dire qu'ils créent des grands bouquets financiers, des grandes enveloppes, comme celle qui est en train d'être créée. 5 milliards. Vous imaginez 5 milliards d'euros pour envoyer au Darfour? C'est-à-dire que moi, je veux dire, le président Macron, moi j'ai vu le président Macron qui est très regardant sur la question, il est très attrayant. On sent que ça l'affecte. Mais moi, je vais dire au président Macron, c'est très beau de rester à l'Élysée et participer à cette création, l'enveloppe de 5 milliards pour envoyer au Darfour. Mais d'ici quelques années, qui c'est qui va nous donner qui va nous faire une... Excusez-moi, l'émotion me surpasse. Je suis face vraiment à une incompréhension qui est totale. Voilà. Qui c'est qui va nous faire un bilan d'ici quelques années de la somme exacte qui a été, de ces 5 milliards qui vont être alloués au Darfour? Personne, naturellement. Ben, on va les envoyer. Et comme on a vu l'association Alima qui s'occupe de gérer quelques problèmes. Mais moi, je veux dire, c'est pas efficace. Envoyer 100 milliards au Darfour, ça ne peut pas aider. Il faut déconstruire ce camp. Il faut localiser des régions qui sont en paix et y mettre ces familles aux endroits où il n'y a pas les brigands qui les surveillent. Il faut déconstruire les camps du Darfour. Il faut dispatcher cette population dans le Soudan en fonction des familles, des groupes et ensuite mettre la paix au Darfour, construire le Darfour avec les 5 milliards et faire revenir ces familles chez elles. Sinon, ça ne sert à rien du tout de donner une enveloppe aux escrocs qui sont vraiment assis quelque part et n'attendent que de recevoir cette enveloppe-là.
C'est la culture même, par exactitude, de la progression, de la déconstruction des socles sociaux. Le président Macron, je vois qu'il est très, très impliqué dans cette question. Et moi, je vais dire au président Macron, quel est le montant qui avait été alloué à Haïti dans les années 2010? Mais c'était des milliards. L'ONU avait intervenu. La communauté internationale s'était rassemblée autour de la question haïtienne pour intervenir. Mais Haïti, aujourd'hui, est devenu une sorte de spectacle de la déconstruction sociale face au regard même de la communauté internationale, face à l'absence du respect du droit de l'homme. C'est une réalité quand même qui devrait nous interpeller pour que nous soyons en capacité à nous projeter, à être un peu plus au-dessus de notre façon de penser, de changer un peu le mental d'acier que certaines personnes se sont construites et de créer une résilience dans nos cœurs pour parvenir à porter au respect la question du droit de l'être humain. Parce que lorsque je pose cette question aux magistrats à travers le monde entier, pourquoi est-ce que vous laissez une population innocente être tuée à cause de 2 personnes? Et sûr qu'on va me sortir les grands textes, les grands livres. Vous savez, les livres qui sont souvent tellement épais, et là, il faut fouiller. Vous voyez, vous regardez, telle page, qu'est-ce qui est écrit? Ah oui, c'est dit comme ça, mais c'est du grand vent. Si on ferme ces livres-là et on regarde la réalité, on dit un droit, c'est un droit. L'équité égale l'équité. La justice doit prôner. Alors, on peut tout simplement s'interpeller, où est le droit de la population du Darfour? Sont-ils des voleurs, des escrocs, des méchantes personnes? Non. Ce sont des victimes qui n'ont pas de défense, qui n'ont pas d'aide, qui se retrouvent complètement isolés, dominés. Et c'est là l'absence de la justice, quand il faut évoquer ces questions qui divisent le monde. C'est là l'absence de la justice, quand il faut défendre des populations innocentes. La justice, en ce moment-là, se dépeint, se décolore et vieillit. C'est ça la réalité. Pardonnez-moi. Moi, j'ai vraiment pris la question du Darfour parce que c'est la question du moment. Mais c'est exactement ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. 2 hommes ont organisé la destruction de tout un continent. Des populations se sont déplacées, certaines tuées, mortes, rejetées dans les rues. Ça, c'est une réalité. La justice internationale ne s'est pas dit dès le premier affrontement de se dire ce sont 2 personnes qui ont occasionné la guerre. Alors si on n'extirpe pas les 2 personnes, alors on réussira à mettre la paix. Ils doivent répondre aussi devant la justice internationale. Parce que finalement, on nous fait croire. La politique internationale nous fait croire qu'il y a une personne qui a raison et l'autre qui a tort. Alors, celui qui a tort, c'est la Russie. L'Ukraine a raison, mais il tue quand même les Russes. Alors, dans la justice, on peut accepter que 2 personnes puissent bafouer tout le droit de la construction d'un socle social sans maudire. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment même où on parle au Proche-Orient. On parle du Hamas. Je n'ai jamais vu un membre du Hamas en prison. On m'a dit qu'on les a tués. On parle d'une personne qui occasionne la décimation de toute la Palestine. Je n'ai pas envie de prononcer son nom. Mais il se pavane, voyage, fait des conférences, passe à la télévision, on le projette de façon très très incroyable, on le démontre comme un homme puissant.
Il tue des gens, détruit des vies, déconstruit des socles sociaux et tout le monde l'applaudit. Il passe partout en veste, bien habillé, très très centré. Pendant qu'il y a des gens qui pleurent leurs enfants. En fait, lui, il est partout. On le voit avec tous les présidents. Les présidents même qui n'ont pas de guerre dans leur pays, qui deviennent des complices directs. Des gens qui tuent d'autres personnes. Et c'est là où la question du recel, qui est une question fondamentale de la justice, intervient. On nous a fait croire que si tu es ami avec un voleur et qu'à jamais ce voleur, même si tu ne savais pas qu'il était voleur, et qu'il amenait des produits volés chez toi et que tu recelais ce produit, en fait, si la force de l'ordre, qui eux aussi un bras de la magistrature, venait chez toi t'appréhender, en trouvant ces objets volés, tu aurais beau clamer ton innocence, on appellera ça du recel. Et pourtant, tu n'étais pas au courant. Et pourtant, l'absence du droit de l'homme, l'absence du respect du droit de l'homme, de la population civile, vient encore démontrer à quel point le recel même est visible face à nous, le bafouement de la justice. Parce que quand ça concerne le recel d'une personne de façon isolée, cette personne paye. Mais si ça concerne un des grands présidents du monde entier, qui se pavane, qui se promène avec ces gens, parfois même en les soutenant, en disant mais ils ont raison de tuer, ils ont la question du recel paie son éthique. En ce moment-là, le recel n'existe pas, n'existe que pour une personne comme ça qui se trouverait face, voilà, à une sorte d'implication innocente. À partir de là, le recel existe. Moi, je vais dire, quand on voit un être humain qui est capable d'organiser la décimation des innocents, rappelons-le, à l'école de la magistrature, ils passent leur temps à se dire, on défend une innocence. Et là, quand on parle des innocents, on voit un homme qui construit tout un procédé pour détruire des personnes innocentes qui se promènent de part et d'autre avec des présidents à travers le monde entier. On a simplement envie de leur dire où est la question du recel dedans. Est-ce que la question du recel n'est attribuée qu'à qu'une question, je vais dire, matérielle ou même mentale ou psychologiquement ou encore sur une question de la guerre, le recel serait absent. Là encore, je ne sais pas. Vous savez, moi, je ne suis pas avocate et le fait que je ne sois pas avocate, ça me permet moi aussi de me poser des questions. C'est pour ça que je pose des questions. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que le recel? À l'école de la magistrature, ça veut dire quoi? Receler veut dire quoi? Tu es complice de quelqu'un. Que tu sois impliqué ou non, tu es complice. Alors, on voit des présidents qui sont même au courant que l'autre, c'est le voleur qui tue, qui détruit, être leur complice sans que la magistrature ne se lève pour dire « Vous ne pouvez pas organiser, créer des écoles de la magistrature pour nous enseigner des faits et en même temps pour les déconstruire. » Voyez-vous, c'est là ma stupéfaction. Et ce qui est pire, c'est que nous sommes face à un monde, et ça c'est un autre sujet aujourd'hui, qui n'apprend rien à personne. Lorsqu'on parle du bafouement du droit de l'homme, c'est exactement ça la question. On n'apprend plus rien aux gens. Mais les prisons sont toujours ouvertes pour mettre les prisonniers pour mettre des gens en prison. Vous savez le livre que vous allez acheter? Dans ce livre, en fait, nous avons créé ce qu'on appelle les codes même de l'éducation. On a créé 9 codes de l'éducation pour enseigner à la société comment éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Je vais vous dire pourquoi. Ça fait 40 ans, 50 ans que le monde n'est plus éduqué. De loin, il n'y aurait aucune merci, il n'y aurait ceci, cela, machin, truc. Mais, je vais vous dire une chose et une vérité. C'est que là où
Ce que je dis aujourd'hui, c'est vrai. Moi, je vais interpeller le juge qui s'apprête à rendre un verdict à un enfant qui a commis une immoralité dans la ville. Je vais lui dire, ça ne sert à rien. La raison est simple, c'est que nous sommes dans une société dans laquelle on n'enseigne rien à personne. De nombreux enfants sont souvent intoxiqués par des produits qui sont utilisés pour des tatouages. Et pourtant, le tatouage est interdit. Dans la Bible, c'est interdit d'utiliser le tatouage. Les enfants ne savent pas. Ils le font en parfaite méconnaissance. Un jour, je vais dans un magasin bio et donc je rencontre un jeune comme ça, qui était très gentil, je crois. Non, alors, c'était pas dans un magasin bio, je me rappelle très bien, c'était chez Orange. J'étais allée chez Orange pour changer une box ou quelque chose comme ça. Je croise un jeune, je crois que c'est un jeune français qui... il était plein de tatouages. C'était un garçon extrêmement gentil, plein de tatouages. Et je lui dis, il était tellement sympa et je décide alors je vais lui parler de ses tatouages pour lui dire que c'est interdit divinement de se tatouer. Et je lui dis, est-ce que vous savez que dans la Bible, il est interdit de se tatouer? Il m'a dit, ouais, je sais, mais j'ai appris trop tard parce que je n'étais pas au courant. Personne ne m'avait fait comprendre ça. Il me dit, je ne sais pas quoi faire. Mais c'est là, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On ne m'avait pas appris à faire différemment. Et cette phrase m'a interloquée. Je me suis dit, entends ce que dit cet enfant. En fait, il n'est pas au courant. On ne lui a pas enseigné que ce n'est pas bien. Les parents à la maison disent à leurs enfants, ne te tatoue pas, surtout tu ne te tatoues pas, je te dis de ne pas faire ceci. Aujourd'hui, le nombre de personnes tatouées dans le monde entier est devenu juste spectaculaire. Les gens ne savent pas. Et très souvent, il y en a comme ça qui vous tendent des pièges, qui ne vous enseignent rien et qui utilisent des choses contre vous pour vous détruire. C'est pour ça que dans la logique divine, Dieu est juste. Quand il juge, il condamne parce qu'il a raison. Parce qu'on ne peut pas ne pas enseigner au monde entier comment réagir et le punir. On voit des jeunes à la maison. Les parents n'ont plus cette éducation-là, certains parents n'ont plus cette éducation d'asseoir leurs enfants autour de la table et de leur parler des vertus de la société. D'ailleurs, on nous interdit maintenant de parler des bonnes vertus en société. À l'école, où l'école aurait pu sauver cette absence d'éducation dans certaines familles, surtout des familles précaires qui n'ont déjà pas à manger et qui doivent se débrouiller pour déjà nourrir leurs enfants et n'ont pas beaucoup de temps pour raconter tout ça. C'est comme ça qu'ils appellent. Ils disent, on n'a pas du temps pour tout ça. Déjà, il faut que les enfants mangent. Et après, les enfants deviennent qui ils sont, ils font ce qu'ils font. Parce que déjà, il faut qu'ils se nourrissent. Et l'école qui aurait pu apporter une éducation pour aider ces enfants-là à les éduquer, en fait, ils ont simplement fait ce qu'on appelle détruire la morale. À l'école, il y avait une leçon qu'on appelait leçon de morale. C'était une heure très particulière. Hein? À cette heure-là, moi je me souviens quand moi j'étais à l'école, au-delà du fait que moi j'ai grandi au village et que j'étais souvent encadrée par des personnes âgées, moi c'est ma chance que j'ai eue dans ma vie. Et croyez-moi que malgré cette chance, je n'ai pas toujours été... oui, il y a des choses que je n'ai pas fait dans ma vie parce que j'ai pris conscience très tôt, mais j'ai aussi eu mes dérapages. Voilà, c'est... J'ai rien fait de pire, hein. Heureusement, je n'ai rien fait de pire. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que il y a cette absence de la morale à l'école, cette matière qui était tantôt appelée la morale, ou encore éducation civique. Voilà, on appelait ça comme ça. On avait carrément un cahier moral. Il y avait des devoirs sur la morale, des interrogations sur la morale, et la note de la morale, de l'éducation civique faisait partie, avait un coefficient, même s'il n'était pas très important, il avait quand même un coefficient qui s'introduisait dans nos notes. Les enfants aujourd'hui ne bénéficient plus de la morale. Et pourtant, on va voir un collégien comme ça qui va commettre un délit, il va voler dans un supermarché. Et on a des juges comme ça qui vont lui dire, oui, vous avez volé conformément au droit, conformément à la justice,
conformément au code pénal numéro tant, voté par tant, appelé par tant, rédigé par tant, tel groupe à l'Assemblée nationale, géré par ceci, par autant de tel président. Ah, vous avez été condamné à subir une peine de prison parce que vous avez volé. Et lui, le jeune, bah, il va aller en prison. Bah, c'est normal, il a volé. On l'a appris devant le tribunal que voler était mauvais. Parce qu'à la maison, personne ne lui a appris. À l'école, personne ne lui a appris. J'en viens encore à ces enfants qui sont dans la rue pour les émeutes. Dans la vie aujourd'hui, s'il y a bien une école qui devait débuter, allez, à partir du collège, c'était l'école des politologues. Il n'y avait pas besoin d'entrer à Sciences Po. Ouais, tu entres à Sciences Po à un certain âge. Il faut avoir une certaine cote. Non! La politique devrait faire partie intégrante de la construction de la société. Ceci étant, il faut absolument créer des écoles de politique dès le jeune âge. Ou encore introduire cette matière comme étant une matière principale à l'école pour que les enfants apprennent à connaître ce que c'est que la politique. Parce que c'est condamnable. Toutes ces personnes qui se lèvent pour soutenir des émeutes, des personnes innocentes qui ne sont même pas capables de comprendre ce que faire les émeutes veut dire. On ne leur a appris nulle part. On ne peut pas utiliser des gens à qui on n'apprend rien, se servir d'eux comme des esclaves pour déconstruire une société. On a aujourd'hui, à Madagascar, un président qui est devenu président par la force populaire. Il n'est pas le seul. Il y a de nombreux présidents comme ça dans le monde qui sont devenus présidents par la force populaire. Mais est-ce qu'en réalité, ils ont raison d'être là où ils sont? Parce qu'ils ont utilisé des personnes innocentes qui étaient en parfaite méconnaissance de leurs droits, de leurs devoirs, de la politique, pour prendre des postes auxquels ils auraient pu convoiter par le droit constitutionnel du vote, par le passage à la case de la justice. Et c'est exactement ce que je dis lorsqu'il faut évoquer cette question en rappelant et en interpellant surtout la justice en leur disant, face à cette réalité, à quel moment est-ce qu'on déclare une personne victime ou coupable? À quel moment? Expliquez-moi pour que je puisse comprendre. Parce que, c'est quoi une victime? Une victime, c'est une personne qui est abusée. Est-ce que ces enfants-là qui sont dans la rue, pendant les émeutes, ne sont pas abusés? Ils sont mentalement abusés parce qu'aucune école, aucune matière de la politique ne vient leur expliquer que vous devez défendre vos droits parce que face à tel problème. Voilà ce qu'on rencontre dans la politique. Voilà comment la politique se construit. Voilà comment les idéologies politiques se construisent. Voilà comment font les idéaux politiques pour occuper un espace plus important. Voilà comment font les politiciens et les politiciennes pour faire entendre leur message. On ne leur a pas dit ça du tout. On ne leur a rien expliqué. Et pourtant, l'esclave serait ce monsieur qui utilise des enfants pour récolter, pour aller creuser l'or sur les montagnes au Congo ou dans certains pays en Afrique. Alors, il faut condamner ces gens qui utilisent des enfants, des esclaves, on appelle des enfants esclaves travailleurs. Là, il faut que la justice, qui en elle-même, dans sa formule actuelle, condamne ces gens. Qui peut leur dire non? Mais c'est la protection de l'être humain. Ces enfants sont abusés, ils n'ont même pas encore grandi. On ne leur a même pas appris comment faire, ce que c'est que le travail. Et pourtant, les enfants qui sont utilisés dans la même formule, mais n'étant pas dans des trous pour creuser et récolter de l'or,
mais sont jetés en pâture sur la rue, utilisés mentalement et soutenus par des gens que nous entendons à la télévision défendre les émeutes jusqu'à preuve du contraire, bah, ces enfants-là ne sont pas considérés comme des esclaves. Et pourtant, ils le sont parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils le font parce qu'ils voient d'autres faire. Ils le font parce que les esclavagistes passent à la télévision pour les encourager, dans leur innocence la plus profonde, de se jeter à la rue pour défendre des droits. Que les adultes défendent des droits, parce qu'il y a des avocats qui sont accompagnés par des avocats qui connaissent des textes de loi en disant, voilà, nous défendons des personnes, ainsi de suite, c'est autre chose. Mais, pardonnez-moi, quand il y a une question qui peut être gérée par l'enseignement même de la magistrature, et que les magistrats du monde entier observent le bafouement même du droit même, et parfois se rangent du côté, c'est ça qui est pire, se rangent parfois du côté des esclavagistes. Moi, j'ai simplement envie de dire, il faut faire de la justice une réalité. La justice n'est pas un fait négociable. Il faut interpeller la véracité au cœur même de nos actions, la loyauté de conscience, la véracité de la pensée, l'action de la justice, la transparence judiciaire, l'équité et le pouvoir de la justice doit intervenir au sein même de la sphère sociale pour l'organiser en tant que telle. Lorsque la magistrature se construit comme elle se construit, c'est très bien. Mais si toute l'école de la magistrature ne revoit pas son procédé au complet pour agrandir la protection sociale, alors à partir de là, croyez-moi que tout ce que nous allons faire rencontrera toujours un problème colossal. Parce qu'il y a des gens comme ça. Regardez à la télévision camerounaise ce qui se passe. On entend des gens qui disent oui, c'est normal qu'ils tombent à la rue. Ils doivent aller défendre leurs droits. Mais lesquels? Lesquels? Qui leur a appris? Ils savent quoi? Qu'est-ce que ces enfants comprennent? Alors, moi, je vais interpeller un journaliste camerounais de demander à un de ces enfants qui est à la rue en train de défendre, de lui dire de citer quelques propositions de la campagne électorale de M. Issa Chiroma. Il ne réussira pas parce qu'il ne sait pas. Il y a même des enfants à la rue qui ont découvert Issa Chiroma parce qu'ils voyaient à la télévision qu'il y avait des problèmes. Chez eux, ils n'ont pas de télé. Et pourtant, tout le monde acclame. Tout le monde trouve que c'est normal. Mais à quel moment est-ce que un innocent est innocent? À quel moment est-ce que l'être humain est vraiment victime? À quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'un être humain est esclave? On voit qu'on condamne l'esclavage mental. Mais là aussi, c'est l'esclavage mental. Parce que s'il y a une école, si la matière politique est introduite dans le cursus scolaire, à partir de là, les enfants peuvent défendre leurs droits ou choisir ou pas de ne pas défendre en disant de toutes les façons, son idéologie ne m'intéresse pas. C'est les propositions qu'il a faites ne m'intéressent pas. Alors à partir de là, je n'ai pas envie de les défendre. Ou encore, qui disent, ok, je choisis de défendre si je veux. Mais créer des innocents, des victimes, des esclaves mentaux est devenu un peu ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale. Toujours des victimes, encore des victimes. Partout, ils en créent. Et c'est ça qui est terrible, incompréhensible et illogique. Vous savez, quand on a commencé à parler de la question de la paix, les gens nous ont dit qu'on ne comprenait rien du tout. Et on a évoqué, moi je vais revenir sur une question. Cette question, elle est très très importante. Ça concerne la question des aides humanitaires non suivies. Ça fait des années qu'on fait les vidéos. Vous allez nous dire, à force, ils se répètent. Pourquoi ils reviennent souvent sur les mêmes sujets? Pourquoi à chaque fois,
Ils abordent encore les mêmes sujets. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils reviennent sur ces sujets-là en permanence et que tout le temps ils insistent dessus jusqu'à ce que des gens puissent assimiler notre logique? Quand on n'est pas capable de les citer d'une façon, quand on s'en rend compte que notre message n'est pas passé comme on voudrait, alors nous trouvons d'autres arguments beaucoup plus constructifs et plus compréhensibles pour apporter une logique à ce que nous disons. Est-ce que c'est parce qu'on est fou? Mais ce n'est pas pour ça. On sait exactement ce que nous faisons et ça, c'est indiscutable. Donc, lorsqu'on parle de la création des dossiers non suivis, dans le livre que vous allez acheter, vous allez voir ce qu'on a expliqué. Nous avons pris le cas sur de nombreux pays. Ce n'est pas pour rien que ce livre fait plus de 1960. Je crois qu'il fait 1979 pages ou 70 pages. Je ne me rappelle plus très bien. Je crois 70 ou 79, je ne sais plus. 1900, c'est pas pour rien qu'il fait 1900 pages, plus de 1900 pages, ce livre. Mais c'est parce que même s'il a fallu qu'on revienne sur des questions, nous ne sommes pas gênés. Nous sommes revenus sur les questions en insistant parce qu'on avait envie qu'on comprenne ce qu'on voulait dire. Pas parce qu'on est des idiots, mais parce que on ne peut pas condamner les gens sans leur avoir appris comment faire différemment. Et alors, vous allez lire ce qu'on a dit sur l'ONU. Et la question de l'ONU, j'ai évoqué récemment dans une de mes vidéos où l'ONU est Bon, je respecte beaucoup l'ONU. Je voulais dire quelque chose d'un peu péjoratif, mais comme j'ai un grand respect pour l'ONU, alors je vais dire différemment. En fait, l'ONU a manqué de faire quelque chose. Le recrutement massif. Avoir un effectif complet. Très souvent, il y a des personnes, des volontaires à l'ONU. Ça veut dire quoi être volontaire lorsque on a l'Organisation des Nations Unies qui gère le monde entier? Est-ce qu'on peut se permettre de parler des volontaires ou encore faut remplacer ce mot par des stagiaires? L'ONU aujourd'hui doit avoir l'effectif des employés les plus nombreux à travers le monde entier. La raison, elle est très simple. C'est qu'il y a besoin des gens pour travailler sur des dossiers. Les avocats de l'ONU, l'école de la magistrature de l'ONU. Quand il y a un problème comme toutes ces guerres qu'on voit, que les magistrats de l'ONU déclenchent une certaine propagande de la justice. Moi, j'aimerais tellement voir ça. J'adore, moi, quand on voit des avocats comme ça défendre des droits avec force, qui déclenchent des procès internationaux contre ces personnes qui à la fois créent des destructions des socles sociaux et qui engendrent des receleurs et des receleuses. Et donc, pour moi, je dirais simplement que, à un moment donné, il faut être en capacité d'apporter une certaine transparence, une certaine transparence quant à la réalité des problèmes dans le monde entier. L'école de la magistrature, l'ONU, si elle existait, ou encore les magistrats de l'ONU, s'ils existaient, la question du Darfour ne sera plus qu'une question. D'ailleurs, même que les deux généraux se seraient arrangés à ne pas déclarer ce problème. Vous savez pourquoi? Parce que les magistrats de l'ONU devaient leur tomber dessus. Et quand on parle de l'ONU, on parle de l'Organisation des Nations Unies. Ils devaient être soutenus par le monde entier. Et les deux là, ils devaient aller en prison. Et ce qui allait se passer, c'est qu'étant en prison, en fait, on devait sauver des centaines de milliers de personnes. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème dans le monde entier? Là, maintenant, ça devient juste un problème de procédure. Ça va même au-delà même d'une question du respect du droit de l'homme. L'ONU, qu'est-ce qu'il fait? Avec l'absence d'effectifs qu'il a, en fait, ça ne pose pas trop de problèmes. Tant que ça fonctionne, tant que l'ONU est là, il y a le beau bâtiment l'ONU, c'est super. Bel ascenseur qui parfois tombe en panne.
On a vu récemment, il n'y a rien de marrant dans cette vidéo, donc j'ai vraiment pas envie de rigoler. Bon, tant que l'ONU existe et que chacun peut passer à la tribune, faire une intervention, oui, parfois on se dit, est-ce que ces interventions ont un impact significatif? Est-ce qu'ils sont écrits, notés? Est-ce qu'ils sont pris en compte? Ou juste chacun vient parler? Parce que voilà, tu as la chance de passer à l'ONU, alors tu as parlé. Tu as eu une opportunité, alors tu es venu, tu as parlé, tu t'es exprimé, on t'a vu à la télé, et tu étais bien. Ah, je suis passée à la télé, j'ai parlé, est-ce que j'étais bien? Est-ce que j'ai bien intervenu? Oui. Alors ton intervention, qu'est-ce que ton intervention est devenue? Est-ce que, quelle est la synthèse de tout ce que tu as fait? Ah, je sais pas. Ah ouais, wow. Bon, ben c'est sur YouTube. Voilà. Vous voyez, je veux qu'on m'excuse de devoir dire les choses comme ça, mais si je ne les dis pas comme ça, personne ne peut comprendre. Je suis parfois obligée, vous voyez, d'apporter cette vision-là pour que vous puissiez voir un peu comment je vois les choses, comment je les comprends. Je me dis, tout ça sert à quoi? Quand l'ONU existe, avec la force que l'ONU a, les casques bleus de l'ONU, tout ça, la question même de Haïti est encore une question qui est évoquée aujourd'hui, 15 ans plus tard. Vous imaginez un peu ce qui se passe? Vous pouvez un peu comprendre? Franchement, tirons-nous les oreilles comme ça pour essayer de comprendre exactement ce qui ne va pas. 15 années plus tard, on a encore la question de Haïti qui n'a pas été résolue. Pourquoi? Parce que l'ONU aime bien classer les dossiers. Bon, tout le monde a fait le discours, caricaturalement parlant, ça ressemble un peu à ça. Tout le monde a fait un discours sur Haïti. Certains ont scandé, certains ont donné des explications. Les scientifiques ont raconté tout ce qu'ils ont raconté. On a trop de problèmes à l'ONU. Donc, il faut avancer avec les dossiers. Et à partir de là, est-ce qu'on a voté un budget? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des gens sur place? Oui. Alors, c'est bien. Voilà, la question de Haïti est clôturée. Bam. On passe. Maintenant, au Soudan, qu'est-ce qui se passe au Soudan? Ah oui, d'accord, ok, bam, très bien, le Soudan, c'est réglé, c'est réglé. Bon, on va passer. Haïti, 2000, ah non, commençons un peu différemment. La question de nombreux pays aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Haïti classe les dossiers. Il classe les dossiers, ça y est. Telle chose est passée alors. On classe, on s'avance. Telle chose, on classe, on avance. Mais où est la réalité dedans? Ou encore, ils disent, ah oui, non, mais qu'est-ce qui s'est passé c'est pas en Éthiopie, à Tigré? Oui, bah, Tigré a été divisé de l'Éthiopie. Bon, maintenant, il y a un gouvernement en place, c'est normal. Le dossier, on va passer à un autre dossier. Mais... Et alors, on se dit, mais il y a un problème. Il y a un sursaut. Est-ce que les membres même de l'ONU ne comprennent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette façon de gérer les problèmes, de les laisser toujours en suspens? Vous imaginez que là, on évoque encore la question du Soudan, alors que c'est depuis la guerre du Soudan, c'était déclaré avant les années 2000, dans les années 2000, faut pas que je dise n'importe quoi. Disons que les dates qu'on entend aujourd'hui, c'était dans les années 2020. Mais avant 2020, il y avait déjà eu une guerre. Avant tout ça, il y a eu la division de l'Éthiopie et de Tigré, qui a organisé toute une immigration vers le Soudan. La question est restée aujourd'hui en suspens et personne n'en parle. Vous trouvez ça normal? Ça ne sert à rien. Je vous dis la vérité. Ça ne sert à rien en l'état actuel d'envoyer 5 milliards au Darfour. Gardez les 5 milliards pour vous.
Gardez-les dans vos poches. Ça ne sert à rien de voter un budget aussi important et ne pas prendre des mesures sociales qui peuvent accompagner ce montant colossal vers une création vers une fortification de la paix dans ces régions-là. Ça ne sert à rien. Quel est le montant qui a été envoyé? Le montant qui a été envoyé à Haïti. Combien vous avez envoyé à Haïti? Où est cet argent? Où est passé cet argent? Haïti, vous avez vu ce qu'Haïti est devenu? Alors, moi je crois que avec tous les chômeurs qu'il y a, l'ONU devrait se créer une division les métiers de la construction. Quand il y a un problème, que les gens qui sont envoyés sur le terrain soient des salariés de l'ONU. Les 100 milliards, vous dispatchez dans chaque service de l'ONU, les services sociaux, les services de la magistrature, les services des bâtiments, tous les services qui peuvent intervenir là, les services des infrastructures pour construire des routes, ainsi de suite. Et vous dispatchez les 5 milliards à l'ONU dans tous ces bureaux, vous allez voir que non seulement il y aurait une réponse significative et efficace à cet endroit pour répondre aux urgences sociales, mais encore, on trouvera des résultats d'ici quelques années. Gardez les 5 milliards. Ça ne sert à rien, sincèrement, pour vous dire la vérité. Ça sert à quoi de voter ce budget? Bien sûr qu'il est important, 5 milliards. Vous imaginez un peu ce que c'est que 5 milliards d'euros envoyés là-bas? Mais vous croyez que moi, Karine, que si par exemple, je faisais partie du groupe des terroristes, regardez comment je vis. Je n'ai même pas d'argent. Je vais me délocaliser pour aller au Soudan. Je me cloisonne bien dans un endroit au Soudan et j'attends que les 5 milliards arrivent. Moi-même, si je peux réussir à en prendre une bonne partie, j'en prendrai une bonne partie. Et ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas les Soudanais qui tuent leur propre peuple. Ce sont des personnes étrangères qui ont été recrutées ailleurs pour tuer leur peuple. Je dis, puisqu'il y a une absence de la justice à cet endroit et que les magistrats n'ont pas intervenu avec les forces de l'ordre, ne sont pas parvenus à maîtriser ces terroristes, arrêtez-les. Faites une enquête. Et voyez si ce sont les Soudanais qui tuent les Soudanais avec autant de mépris. Voyez-vous, dans notre monde, c'est... cette façon de réagir, vous savez, moi, personnellement, je ne vous condamne pas. Le monde a été construit comme ça. Beaucoup de dérapages, l'absence d'une logique, de la fortification du respect de l'autre. C'est ça qui a déconstruit la société. Parce qu'au moment même où on commence à créer des droits ici et aller bafouer là-bas, la justice s'estompe. Et ce n'est que normal que la justice s'estompe parce que quand les droits des êtres humains sont bafoués, il n'y a rien qui peut les protéger. Si nous appelons à ça, c'est parce que il y a une raison fondamentale. Placer l'être humain, comme disait le pape François, au cœur de l'action. Ne pas être comme des sujets de la déconstruction, de la haine, de la propagande. Parce que quand on vote un budget aussi important pour aider une population au Darfour, moi je vais leur dire, envoyez-moi au Darfour avec 1 milliard. Alors d'ici donnez-moi les moyens que je vous demande. Une équipe pour construire le Darfour, une magistrature pour défendre les populations, les casques bleus, laissez-moi construire le Darfour, créer un système social équitable au Darfour. Vous gardez les 4 milliards et vous en faites ce que vous voulez. D'ici quelques années, je vous apporterai les résultats. Il y a des grands humanistes dans le monde qui ne sont pas là juste pour escroquer et pour se mettre l'argent dans les poches. Ces gens existent. Et pourtant, on ne fait pas appel à eux. Des talents existent dans le monde entier. Pourtant, ces gens, on ne fait pas appel à elles.
C'est important de comprendre ce qu'on dit. Voter un budget, c'est bien, mais accompagné par une raison juste, encadrée et des résultats. Moi, j'aimerais d'ici quelques années qu'on assiste à ça à l'ONU, que l'ONU nous sorte sur les grands écrans qu'ils ont une photo du Soudan, du Darfour d'aujourd'hui et une photo du Soudan d'après, quelque chose de solide, de costaud, de vrai, et non pas la création de tous ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui à cause des dates. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. C'est un peu ça. Suivre des dossiers. Suivre des dossiers. Mais c'est fou. C'est un peu comme si un travail qui n'est jamais achevé. Mais vous ne pouvez pas vous dire... Moi, je vais dire aux gens qui partent souvent, aux membres de l'ONU, je vais dire, quand vous vous rendez à l'ONU, et que moi j'invite le secrétaire général de l'ONU, hein, M. Guterres, que je respecte énormément, à porter cette question du suivi des dossiers de l'ONU comme étant une question fondamentale, au cœur même de l'action des travaux de l'ONU. Imaginez, je vais prendre l'exemple sur lui. Quand il se rend à l'ONU, il prend bien sa voiture, son chauffeur l'accompagne. Mais pour bien arriver, il faut bien qu'il fasse tout le trajet. Mais si sans la voiture, si son chauffeur arrive, il lui dit j'arrive, il reste, au lieu de partir, d'entrer dans la voiture et arriver là-bas, il s'arrête au milieu du trajet. Alors est-ce que il pourra arriver à son bureau et faire le travail qu'il a à faire? C'est ça, suivre un cheminement jusqu'à le clôturer. C'est ça la réalité. Et donc moi j'appelle à ça, j'appelle à cette véracité-là des dossiers de l'ONU qui sont en suspens. Je parie, entrez dans les bureaux de l'ONU. Les dossiers datent d'il y a des années. Ils ne sont pas clôturés, c'est normal. La structuration aujourd'hui même de l'ONU, vue de l'extérieur, nous prouve la réalité. Regardez les terrains de guerre. Vous imaginez que on a eu un plateau social en Centrafrique où les gens avaient des machettes, se sont entretués. On parle bien des machettes. Pendant ce temps, il y a eu les casques bleus de l'ONU qui sont arrivés. Bon, ils sont là. L'ONU sait qu'ils sont là. Bon, je ne sais pas s'il y a des rapports. Je ne sais même pas comment ça se passe. Pardon, excusez-moi, mais je vais vous dire une vérité. Je ne veux pas dire ça parce que, en fait, c'est le mot. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un peu le bazar. Voilà. C'est un peu le bazar. Parce que quand j'entends le montant qui doit être voté aujourd'hui à l'ONU, pardon, oui, par la communauté internationale pour aider le Darfour, et que je connais un peu les réponses, je me dis oui, ce montant peut reconstruire le Darfour, mais avec une sorte d'efficacité, et apporter des réponses sociales, créer même des fonds de commerce aux gens, leur implanter des terres pour qu'ils puissent cultiver. Mais pour ça, il faut être efficace. Il faut d'abord sortir cette population qui se fait contrôler en permanence de ces endroits, les loger dans les familles qui veulent bien les accueillir, créer des logements dans des villes pour les loger. On ne parle pas des millions de personnes, on parle de quelques centaines de milliers de personnes. On peut loger. Ils ont pris la population sur la ville de Lyon, mais toute la population de Lyon, si on dispatche la population de Lyon en France, on peut réussir à faire ce qu'il faut. Et pourtant, c'est ce qui va se passer au Darfour. Si on réagit de cette façon, on démantèle tout ce camp. Vous imaginez ce qui est construit là-bas, ce camp au Darfour. Et ce n'est pas le seul camp. Quand on sait qu'aujourd'hui, dans les frontières des pays de l'Afrique de l'Est, on trouve encore ce type de frontières, de camps qui y sont. On sait que pas loin de l'Érythrée, il y a ce genre de camps qui sont construits là-bas et que l'Érythrée n'est pas différent du Darfour et qu'il y a des gens en Érythrée qui dorment à même le sol dans un monde dans lequel l'argent est fabriqué à l'usine. Soyons un peu parfois dans la honte. Parfois, il faut être dans une réalité
dans la honte. Parce qu'il y a des choses dans le monde qui se passent et nous devons être en capacité de répondre à ces urgences de façon efficace. Et il ne faut que la main des êtres humains, la main d'œuvre humaine qui puisse être capable d'apporter des résultats efficaces. Sincèrement, pour tout vous dire, c'est ce que j'ai tenu à dire dans cette vidéo. Et je crois que j'ai suffisamment dit et que j'ai apporté une certaine clarté. Bonne journée à tout le monde. À bientôt.